Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce numéro de votre émission Zoom Mine, l'émission qui vous plonge dans la réalité de l'activité minière au Burkina Faso, mine et environnement. Voici un thème qui se retrouve bien souvent au cœur des discours et des débats à l'heure où le Burkina Faso vit son boom minier. Chaque fois qu'une nouvelle mine est annoncée, ce sont toujours les mêmes craintes de pollution, de nuisances diverses, de destruction de l'environnement. Qu'en est-il exactement? Pour répondre à cette question, et comme de coutume, nous avons un invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Adama Démé. Bonsoir, M. Démé. Bonsoir. Et merci donc pour votre disponibilité. Merci. M. Démé est économiste environnementaliste. Il est titulaire d'une maîtrise et sciences économiques, option économie privée et management, obtenue à l'Université de Dakar au Sénégal, BNDES, Banque et Finances, obtenue à Paris, c'est en France. Monsieur Démé est un consultant senior ayant 21 ans d'expérience professionnelle dans le domaine des évaluations environnementales et sociales des projets d'investissement publics et privés, du déplacement involontaire et de la réinstallation des populations. Il a participé à plusieurs missions d'études d'impact sur l'environnement et de réinstallation des populations au Burkina Faso, au Mali, au Niger et en Guinée. Actuellement, M. Adama Démé est directeur général du bureau d'études Socrège, créé en 1993. Voilà pour le profil de notre invité. Mais avant de le retrouver, suivons ensemble ce document qui nous fait le point des enjeux environnementaux dans l'activité minière. L'exploitation de l'or soulève de nombreux défis, dont celui de la préservation de l'environnement et des ressources naturelles. Dans ce contexte, le développement des activités minières répond à une nécessité vitale, aussi impérative pour les populations locales que la protection de leur environnement, l'utilisation durable des ressources naturelles, l'équité sociale et la préservation de leur santé. C'est la manifestation la plus visible des conséquences de la plupart des activités minières. Au Burkina, l'exploitation minière industrielle exige des déblaiements de terrains stériles. Elle entraîne une dégradation importante de la zone. Dans les zones d'exploitation des mines et des carrières, des déblaiements de terrains stériles et le retournement du sol crée des monticules et des galeries béantes qui défigurent le paysage des sites miniers. On assiste à une déformation de la physionomie du sol par la création de multiples et larges excavations sur de très grandes étendues. Certes, des textes prévoient la réhabilitation. Les sociétés procéderont à la réhabilitation et à la restauration progressive de ces excavations une fois la fermeture. Mais des efforts restent à faire. C'est devenu une exigence au niveau international. Et que les actionnaires, ceux qui vont en bourse, une société qui est cotée en bourse, est obligée d'être extrêmement rigoureuse dans le respect des normes environnementales. Et même, vous savez qu'au Burkina, il y a une réglementation qui est extrêmement rigoureuse, qui est supervisée par le ministère chargé de l'environnement. Pour qu'on vous délivre un permis d'exploitation, il faut que vous fassiez une étude d'impact environnemental. Il est convenu qu'avant la mise en exploitation d'une mine, une étude d'impact environnemental soit faite. Donc nous avons un bureau ici, le Bureau national des études d'évaluation environnementale, le BUNE. Donc, tout promoteur, tout industriel qui veut ouvrir une mine approche cette direction-là. Pour que cette direction lui fasse faire des études d'impact environnemental. On recrute des spécialistes qui voient l'impact sur l'environnement de l'implantation d'une mine d'or ou d'une cimenterie. Et qui proposent des solutions pour remédier aux impacts négatifs. Parce que si c'est l'or, on va creuser, on va soulever des terres, des milliers de tonnes, on va faire des trous. Bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, l'étude d'impact environnemental, c'est assorti d'un cahier de charges, avec un plan de restauration de l'environnement.
qui permet à l'entreprise minière de savoir que si elle pose un acte négatif, elle doit prévoir comment remédier à cela, comment corriger cela. Le Bureau national des évaluations environnementales a pour mission donc d'accompagner tous les promoteurs qui font donc des études d'impact sur l'environnement, disons des évaluations environnementales. Donc à travers d'abord le cadrage des thèmes de référence de leurs études, à travers donc l'adoption des rapports d'études d'impact sur l'environnement, à travers les enquêtes publiques et à travers aussi le suivi du plan de gestion environnementale et sociale. Tout ça, il y a aussi les inspections, les audits, voilà, donc qui sont menés par le Bureau national des évaluations environnementales au niveau du Burkina. Quels sont les enjeux environnementaux pour la réalisation d'un projet d'exploitation minière? Nous savons que de façon générale, les activités minières, c'est quand même un levier, la croissance économique. Mais tout doit bien se passer parce qu'il y a des enjeux environnementaux dans la réalisation donc, de ces différents projets. Raison pour laquelle on est tenu, depuis donc la conception du projet minier, il faut diligenter les études, les évaluations environnementales et sociales. Voilà. Et après cela, pour l'obtention des permis, il y a une commission nationale, voilà, des mines qui statue sur les dossiers. Et en plus du fait que, après l'étude environnementale, le ministre en charge de l'environnement délivre un arrêté, voilà, de faisabilité environnementale du projet. Sans cet arrêté, ils ne peuvent pas prétendre avoir le permis pour exploiter donc, la mine. L'impact de l'activité minière se situe non seulement au niveau de l'environnement biophysique et l'environnement humain, donc social. Alors, nous intervenons beaucoup plus sur le terrain par rapport au suivi des impacts sur l'environnement biophysique. Voilà. Maintenant, pour ce qui concerne les questions sociales, alors, dans les rapports d'études d'impact sur l'environnement, étant donné que souvent il y a des projets miniers qui font qu'il y a des déplacements des populations. Voilà. Là, on assiste à des pertes de terre, alors on assiste souvent à des pertes de végétation, etc. Donc, à ce niveau, nous intervenons à travers donc, les enquêtes publiques, voilà, pour recueillir soit les plaintes des populations, leur avis par rapport à ces déplacements. Parce que souvent, c'est des déplacements involontaires. Alors, il faut se dire qu'à ce niveau, au Burkina Faso, il n'existe pas un cadre politique réel de réinstallation des populations qui sont affectées par les projets. On se base donc sur des cadres politiques au niveau international qui sont inadaptés à nos réalités. Mais nous avons la chance aujourd'hui qu'avec les projets du MCA, ils ont initié un cadre politique de réinstallation qui est actuellement en révision à notre niveau, au niveau du ministère. Et nous voulons en faire un référentiel au niveau national pour que dans le cas des déplacements des populations, les questions, les problèmes sociaux, les questions sociales puissent être résolues. Effectivement, les questions sociales demeurent une véritable problématique. Que la mine, forcément, a cet impact négatif sur l'environnement. Comment vous allez le reconstituer? Et surtout, cet impact sociologique aussi fait partie de cette étude-là. Si vous allez déplacer les populations, quel est l'impact et quelles sont les actions correctives que vous prenez. Vous voyez par exemple à Mana, toutes les populations qui ont été impactées par la mine ont été délocalisées et nous avons reconstruit des bâtiments en dur pour effectivement les loger avec toutes les infrastructures d'accompagnement qui sont à côté, les écoles, les églises, les mosquées.
des forages qui ont été faits, les maisons des femmes, des jeunes, pour reconstituer un meilleur cadre de vie. Donc tout ça, ça fait partie de l'étude d'impact environnemental. Et une disposition que les gens ignorent et qui montre la rigueur de cette réglementation en termes environnementaux, c'est que au terme de cette étude d'impact environnemental, la société minière, dès que vous commencez à exploiter, vous avez obligation de provisionner de l'argent à la hauteur des dégâts que vous allez commettre sur l'environnement. Et en pensant à l'après-mine, à la reconstitution du site, tout ça c'est évalué dans l'étude d'impact environnemental. On dit, bon, vous allez exploiter la mine là pendant 10 ans. Bon, voilà, vous allez couper des arbres, on évalue tout ça. Et on évalue en plus, après, quand vous allez fermer la mine là, les carrières que vous allez laisser là, il faut réhabiliter l'environnement. On évalue tout ça dans l'étude d'impact environnemental. Et une fois que tout ça c'est évalué, on vous dit, bon, ok, comme vous allez, ça va te coûter par exemple 10 milliards. Vous allez exploiter pendant 10 ans. Donc tous les ans, vous devez faire une provision de 1 milliard. Pour qu'au bout de 10 ans là, on ait le budget indiqué là pour reconstituer le site. Et ce compte est ouvert à la BCEAO. Il faut que, concomitamment que l'exploitation minière a lieu, dès lors qu'il y a un impact négatif, on voit comment on peut actionner ce fonds-là pour remédier à cet impact négatif-là. Et en commençant tôt, ça permet aux miniers de s'aguerrir, de tirer les leçons des échecs, et ça permet à d'autres miniers aussi de tirer des leçons. Voilà globalement ce qu'il y a au niveau de la mine organisée industrielle. Il y a des impacts, parce qu'on utilise aussi des produits toxiques. Et même les études que nous faisons là-bas, les évaluations périodiques là, ne sont pas encore pertinentes selon moi, parce que nous manquons de capacités. On manque de moyens humains, on manque de moyens matériels, on manque d'autonomie pour que le BUNE puisse, de manière fortuite, aller par surprise, faire des tests, faire des prélèvements et évaluer. Mais, grosso modo, on peut dire que, bon an, mal an, tout semble plus ou moins cadré avec l'importation industrielle, même s'il y a beaucoup encore d'efforts à faire. Qu'est-ce qu'il faut pour le renforcement d'urgence des capacités des services de suivi-contrôle environnemental du ministère de l'Environnement? Avec le boom minier, alors il faut dire que nos structures ont été prises de court par rapport donc aux outils pour le suivi des différentes composantes de l'environnement. Donc, pour les questions, par exemple, de suivi de la qualité des eaux, on a quand même quelques outils. Et là aussi, ce n'est pas tous les paramètres, même au niveau national, qui sont suivis. Alors que, au niveau des sites miniers, il est nécessaire que ces paramètres soient suivis. Alors, donc, disons que nous ne sommes pas assez outillés, mais il y a quand même des débuts de solutions. Donc, avec l'appui de certains partenaires, comme la Banque mondiale, à travers le programme de développement du secteur minier, le PATSEM, qui est en train actuellement de renforcer les capacités, surtout du laboratoire du ministère de l'Environnement et du Développement durable, pour permettre donc à cette structure-là de bien suivre, en tout cas, les composantes de l'environnement, à savoir l'air, l'eau et les sols. Nous faisons des missions d'inspection sur les sites miniers. Au niveau des sites miniers, nous faisons des prélèvements d'eau dans le but de déterminer la qualité de ces eaux-là et de rechercher aussi les polluants dans ces eaux. On fait des prélèvements au niveau des eaux de surface, des eaux souterraines et des eaux usées, des eaux rejetées par les industries. Ces industries ont des systèmes de traitement de leur eau. Donc tous les eaux sont convoyées dans leur système de traitement. Donc nous, à notre niveau, quand on part pour les prélèvements, on fait des prélèvements au niveau des eaux usées stockées sur les sites. Maintenant, les paramètres qu'on cherche le plus souvent, il y a les métaux, sans oublier le cyanure. Voilà, qu'on recherche dans ces eaux-là. Maintenant, au niveau des paramètres des eaux souterraines, des eaux de surface, ce
sont les paramètres qu'on a l'habitude de faire. Les nitrates, les nitrites, les orthophosphates et les métaux aussi. Ce sont les tubes à essai qu'on utilise pour faire les analyses au niveau du DR. Après l'analyse, on lave après pour pouvoir procéder à l'autre analyse. Ici, c'est l'appareil pour la DCO. C'est ici on prépare la DCO à cet appareil-là. Après, quand on finit de le préparer maintenant, on le lit de l'autre côté, sur la DR 3800. Cet appareil, c'est le chromatographe en phase gazeuse. Et il nous permet de rechercher les polluants dans l'eau. Les polluants comme les pesticides et les hydrocarbures. C'est un équipement qui est connecté à un ordinateur alimenté par des générateurs. Celui-là, c'est le générateur d'hydrogène. Et de l'autre côté, on a le générateur d'azote qui alimente l'appareil. Ici, nous sommes dans la section microbiologique. C'est ici qu'on recherche les différents germes. Les germes comme les coliformes fécaux, les E. coli, les streptocoques fécaux et quelques pathogènes, les salmonelles. Ce que vous voyez là, ce sont des étuves. Voilà, c'est ici qu'on finit de préparer les milieux de culture, tout, ensemencés. On les incube ici. 37 degrés, ça c'est réglé à 37 degrés et ça c'est à 45 degrés. Donc c'est en fonction de la température qu'on place les milieux de culture. En fonction du but recherché. De façon générale, lorsque nous avons des activités sur le terrain, nous mettons à contribution aussi d'autres laboratoires. Par exemple, le laboratoire de BIMIGEP, qui est beaucoup plus spécialisé dans l'analyse des métaux lourds. Il y a aussi donc le laboratoire de santé publique pour les questions, par exemple, de suivi bactériologique donc, des eaux. Nous avons vraiment besoin de moyens, même des moyens financiers et moyens logistiques, voilà, pour se rendre donc, sur ces différents sites. Et nous avons besoin aussi que les agents, voilà, soient formés. Parce qu'aujourd'hui, il faut se dire que, comme je le disais tantôt, le boom minier nous a pris vraiment, les structures étatiques ont été vraiment pris de coup. On n'était pas assez préparés. Voilà, ça c'est une réalité. Mais comme je l'ai dit, aujourd'hui, les choses sont en train d'être rattrapées avec l'appui donc de certains partenaires. Voilà, donc nous avons besoin effectivement, par exemple, des kits de terrain que nous ne disposons pas actuellement, sauf le cas de suivi de la qualité des eaux. Mais on a besoin de pas mal d'instruments, de mesures de terrain, parce qu'il y a des paramètres nécessairement qui doivent s'analyser, qui doivent être analysés sur le terrain. Voilà. Le temps de les amener dans un laboratoire, on pourrait ne pas avoir des résultats intéressants. Donc nous avons besoin par exemple de ces kits-là aujourd'hui pour mener à bien notre mission. L'exploitation de l'or exige l'utilisation des substances toxiques pour les hommes, les animaux et l'environnement, notamment le cyanure. Des précautions s'imposent donc pour la préservation de l'écosystème, comme la mise en place d'un parc à résidus. Le parc à résidus est situé à 5 km de l'usine. Au moyen de pompes, on refoule les boues cyanurées au niveau du parc à résidus. Et de là, le principe est que en fait, nous on réutilise les eaux cyanurées. Donc quand ça vient au niveau du parc à résidus, il y a également l'effet du soleil qui détruit le cyanure. Donc c'est un principe de traitement aussi du cyanure. C'est un principe de réutilisation des différentes eaux au niveau de l'usine. Parce que c'est de boue cyanurée, on en voit, il y a de l'eau à l'intérieur. Donc ça nous permet de faire également des économies d'eau. Donc ces eaux-là sont réutilisées et réenvoyées au niveau de l'usine pour des traitements. On a des oiseaux sur le site en fait qui bougent énormément. Donc le service environnement pour préserver cette biodiversité-là. Et on a installé 4 canons tout autour du parc à résidus en vue de faire fuir les oiseaux en fait.
quand on observe qu'il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent sur les lieux, on peut prouver tous les 10 minutes. Et également le coût au niveau des différents canons, on peut les régler 3 coups, 2 coups, 4 coups, tout dépend de ce qu'on recherche et par rapport aux différentes espèces en fait en présence sur les lieux. L'exploitation à ciel ouvert et l'exploitation des carrières de matériaux de construction provoquent une pollution de l'air par les poussières résultant de la fragmentation et du déplacement des roches, du concassage, du broyage des matériaux. Ces polluants peuvent contaminer l'air ambiant, non seulement autour des sites d'exploitation, mais aussi dans les villages situés aux alentours. Ces émissions peuvent aussi affecter la croissance des plantes en bloquant leur système biologique. En général, malgré que ces pollutions soient ressenties par les populations concernées, aucune mesure de protection n'est prise par les petits exploitants miniers pour les réduire ou les contrôler. Cependant, dans les exploitations à grande échelle, on constate que les personnels sont dotés d'équipements individuels de protection. Au Burkina Faso, le détenteur d'une autorisation d'exploitation est tenu de remettre à l'administration chargée des mines, avant le début de l'exploitation, une étude d'évaluation d'impact sur l'environnement comportant un état des lieux de l'environnement conforme aux directives environnementales, un état des lieux du patrimoine archéologique avant travaux, un programme de préservation et de gestion de l'environnement indiquant les mesures envisagées pour atténuer les effets néfastes sur l'environnement de l'activité d'exploitation. Un programme prévisionnel chiffré pour la réhabilitation et la restauration des sites. Avant la fin des travaux d'exploitation, tout titulaire d'autorisation d'exploitation doit réhabiliter le site et s'assurer que celui-ci, après fermeture, est conforme aux prescriptions relatives à la réhabilitation du site, garantir la bonne fin de l'exécution des travaux de réhabilitation et de sécurisation du site. Généralement, ces documents prévoient la consultation des populations concernées. Toute modification doit faire l'objet d'une autorisation préalable de l'administration des mines. Nous avons déjà engagé des activités de réhabilitation. Notre stratégie, c'est de faire de la réhabilitation minière progressive plutôt que d'attendre la fin pour se demander comment on va faire. Et donc, sur la halle à stérile, tout comme au parc à résidus, nous avons des essais de végétalisation pour quand même nous permettre d'être au rendez-vous, de pouvoir faire en tout cas la végétalisation dans les délais. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'attendre jusqu'à la fin pour voir comment on va réagir. Mais nous avons déjà fait des plantations à l'intérieur du parc et on va voir bien sûr comment ça va se comporter. Et nous allons tirer les enseignements et puis les meilleures techniques seront utilisées pour la réhabilitation finale. Ici, nous sommes à la stérile. C'est une colline artificielle et ça a été bâti avec, j'allais dire, les stériles provenant de la fosse. Comme vous le savez, à la fosse, ce n'est pas toute la terre qui contient de l'or. Donc la partie qui ne contient pas de l'or, c'est ça qu'on a excavé et venu stocker ici, camion par camion, pour avoir cette colline. Et donc l'enjeu ici, c'est arriver à faire pousser des arbres sur de la terre morte que constituent les stériles. Pour une participation accrue des ressources minérales à l'amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement celles des habitants des régions minières, les politiques et stratégies devraient être réorientées et prendre en compte les besoins prioritaires de ces populations, notamment en soutenant les secteurs tels que l'agriculture, la santé, les transports, l'emploi, l'éducation et la formation. À court terme, des actions d'optimisation sont indispensables pour s'attaquer aux nombreuses carences techniques et organisationnelles et s'orienter vers plus de productivité, de rentabilité, de réhabilitation de l'environnement et de sécurisation des chantiers. Des efforts devraient être poursuivis pour intégrer les petites exploitations minières dans le secteur formel en passant par une démarche participative et intégrée ciblant la création d'entreprises locales et de coopératives minières structurées.
Retour sur le plateau de votre émission Zoom In avec l'invité du jour, Monsieur Adama Démé, qui, je le rappelle, est économiste environnementaliste. Alors, Monsieur Démé, on l'a vu donc dans le film, il a été beaucoup question d'études d'impact environnemental. Alors, quand on parle ici d'impact environnemental au niveau des mines, de quoi s'agit-il? Quand on parle d'impact environnemental au niveau des mines, on fait allusion aux incidences dommageables et aussi positives de l'activité minière sur le milieu naturel et sur le milieu humain. En fait, ça ne concerne pas juste les ressources naturelles, ça concerne également tout l'environnement social. Ça concerne l'environnement naturel et l'environnement social. Ok, ça veut dire d'éventuels impacts, par exemple, sur des déplacements de population. Sur les hommes, leur santé, aussi bien leur santé, leur déplacement et aussi leur activité économique. Ok. Voilà. Alors, Monsieur Démé, il est question donc d'études pour mesurer cet impact-là. Comment est menée cette étude? Bien, il faut préciser qu'une étude d'impact environnemental est menée par une équipe pluridisciplinaire. Pourquoi? Parce que d'abord, l'étude d'impact décrit l'état initial de l'environnement avant le projet, c'est-à-dire décrit le climat, décrit la qualité de l'air, décrit l'état des bruits, voilà, les nuisances sonores, et ensuite décrit le milieu aquatique, le milieu terrestre, c'est-à-dire la pédologie, la géologie, etc. Ensuite, la biologie, c'est-à-dire la végétation, la faune, avec toutes ses composantes, l'avifaune, les mammifères, les reptiles et même les insectes. Voilà. Ensuite, on passe au milieu humain, donc le mode de vie des hommes, leur activité, l'agriculture, l'élevage, la santé, et les infrastructures éducatives, tout ce qui concerne en tout cas la vie des hommes. L'état initial le décrit dans l'étude d'impact environnemental. Alors, vous l'avez dit, c'est une équipe pluridisciplinaire, mais on est quand même soucieux de savoir si, en tout cas, il y a une garantie d'indépendance de cette étude pour que, en tout cas, on ne soit pas peut-être dans le favoritisme par rapport à la société qui veut s'installer. Alors, qui mène cette étude-là pour qu'on soit suivi véritablement de l'objectivité et de la rigueur de cette étude? D'accord. Bien, avant de répondre à votre question, je vais ajouter que l'étude d'impact, dans sa deuxième partie, comporte l'identification et l'évaluation des impacts. Et ensuite, à partir des impacts qui sont identifiés et évalués, on propose des mesures de mitigation de ces impacts, contenues donc dans un plan de gestion environnementale et sociale, avec un plan pour les mines, un plan de réhabilitation et de fermeture, et souvent même un plan d'hygiène, de santé et de sécurité. Voilà. Maintenant, pour en venir à la question, bien, les études d'impact, en général, c'est mené par des bureaux d'études ou par des consultants indépendants pour garantir en quelque sorte l'indépendance, l'objectivité, surtout des mesures qui sont proposées. Alors, une société minière, par exemple, qui s'installe, voilà, qui veut ouvrir une nouvelle exploitation, alors quelles sont ses obligations dans le domaine de l'environnement? Bien, la première chose à faire, c'est de réaliser une étude d'impact environnemental et social. On y revient. Voilà, on y revient. Et de soumettre cette étude d'impact environnemental et social au ministère de l'Environnement, du développement durable. Parce que c'est la première étape pour avoir un permis d'exploitation. Pour avoir le permis d'exploitation, il faut que le ministère de l'Environnement ait délivré
un avis, un certificat de faisabilité environnementale, avant qu'on ne passe devant la Commission nationale des mines pour l'octroi du permis d'exploitation. Voilà. Alors, vous avez parlé du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Est-ce que le ministère de l'Environnement et du Développement durable apprécie en même temps les éléments de l'étude qui concernent le côté humain, le côté des populations? Oui. Bon, puisque, en quelque sorte, la plupart du temps, aujourd'hui, ce qu'on a constaté, c'est que, en général, les projets miniers donnent lieu à des déplacements de population. Et même sans les déplacements de population, il y a des impacts de l'activité minière sur les populations riveraines. Prenons par exemple la poussière. Oui. Voilà, si vous avez un village à côté, la poussière constitue une nuisance très importante pour les populations. Donc là, on est obligé de prendre des mesures pour les écarter, etc. Donc tout ça, c'est contenu dans le plan de gestion environnementale et sociale. Et donc déjà, dans l'étude d'impact, il y a des aspects sociaux qui sont déjà analysés. Et il y a des réponses à ces questions qui sont analysées examinées par le BINUE. Au-delà de ça, lorsqu'il y a un déplacement de population, on produit un document séparé qu'on appelle un plan de réinstallation. Et ce plan de réinstallation est examiné séparément par le ministère de l'Environnement à travers le Bureau national des évaluations environnementales. Alors, ce plan de réinstallation, puisqu'il est question ici d'hommes et de population, est-ce que les populations sont impliquées? Parce que je suppose qu'il ne s'agit pas juste d'amener des spécialistes qui regardent et qui décident et qui tranchent de ce qu'elles vont devenir après. Alors, comment ces populations-là sont impliquées dans leur sort, voilà, à cause de l'installation de la mine? Bon, il faut dire que aussi bien l'étude d'impact, la conduite de l'étude d'impact, que la conduite du plan de réinstallation nécessite des consultations publiques. Pour le plan de réinstallation en particulier, les populations doivent être impliquées du début du processus jusqu'à la fin. Ça veut dire que sur certaines questions, il faut qu'on ait l'adhésion des populations avant de pouvoir mettre en œuvre un plan de réinstallation. Par exemple, le projet peut entraîner la perte de terres agricoles. Le projet va proposer, par exemple, de payer des compensations. Il faut que les populations acceptent les compensations qui sont payées. Et en ce moment-là, on est tenu même de signer des conventions avec les populations. Et ces conventions sont annexées au plan de réinstallation. Donc, sur toutes les questions concernant la vie des populations, il y a des conventions qui sont signées. Ici, ce qui est ressorti dans les documents que nous venons de suivre, c'est qu'on a l'impression qu'on navigue à vue parce que jusqu'à présent, il n'y a pas un document ou un barème officiel qui définit, par exemple, ce qu'une personne affectée doit recevoir en compensation. Alors, comment ça fonctionne sur le terrain? Comment on peut, par exemple, évaluer, en tout cas, la compensation qu'il faut, donc, en contrepartie d'une terre perdue ou d'une maison? Alors, comment ça se fait? Sur quels critères? D'accord. OK. Bon, en fait, on ne navigue pas trop à vue. Bon, d'abord, il y a la procédure qui permet de protéger les populations. En cas de perte de terre, par exemple, agricole, le premier principe qu'on essaie de mettre en œuvre, c'est le remplacement d'une terre par une autre terre. C'est lorsqu'on n'arrive pas à trouver des terres de remplacement qu'on compense monétairement. Maintenant, c'est vrai qu'à ce niveau, il n'y a pas de barème au niveau national. Parce que la compensation de la terre à Dori ne peut pas être la même que la compensation de la terre à Banfora ou à Orodara. Vous convenez avec moi que ce n'est pas la même valeur. Voilà. Et là, bon, je pense quand même qu'il y a un vide qu'il faut combler
afin que les populations ne soient pas, en quelque sorte, laissées à elles-mêmes et puissent négocier sur des bases qui sont vraiment officielles. Est-ce qu'on en prend la direction aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des projets ou en tout cas des esquisses pour qu'on puisse parvenir donc à l'établissement de ce barème? En ce qui concerne les barèmes, pour certaines pertes, comme par exemple les pertes d'arbres, il y a un barème qui existe. Mais pour les pertes agricoles, il y a seulement un système de calcul qui est adopté et qui fait jurisprudence. C'est tout. Alors, pendant l'exploitation minière, est-ce qu'il y a un dispositif de contrôle pour s'assurer donc que l'activité respecte les normes environnementales? Parce que je suppose qu'il ne s'agit pas juste au début de mener des études et d'attendre la fin de l'exploitation pour venir regarder. Pendant l'exploitation même, qu'est-ce qui est fait? En principe, le contrôle, le suivi est fait à 2 niveaux. D'abord, il y a le suivi interne qui est réalisé normalement par la compagnie minière. Et toutes les mines disposent en leur sein d'un département environnement. Il y a aussi le suivi externe, le contrôle et le suivi externe qui est réalisé par le BUNE à travers des inspections, le Bureau national des évaluations environnementales, à travers des inspections ou des audits. Et au plan externe encore, la mine même peut commanditer un audit extérieur, qui peut être réalisé par un consultant externe. Voilà. Alors, parce que je crois que le directeur général du Bureau national des évaluations environnementales l'a un peu reconnu dans le document. C'est ça. En la matière, on semble manquer de compétences. Oui, c'est vrai. Je pense que les insuffisances même se situent à 3 niveaux. Moi, d'abord, je pense qu'au niveau humain, le BUNE manque de personnel. Vous voyez maintenant le nombre des mines qui augmente chaque année. Je ne sais pas combien ils sont, mais le nombre... va crescendo. Non, le personnel n'augmente pas proportionnellement à ce qui se passe dans le secteur minier. Ça, c'est le premier problème. Le second problème, moi, je pense aussi qu'ils n'ont pas de matériel. Ils n'ont pas d'équipement approprié. Il l'a dit tout à l'heure, il dit que lorsqu'ils vont pour faire des inspections, ils n'ont pas de kit pour faire des contrôles in situ. Ils sont obligés de revenir en arrière, etc., voir des laboratoires, alors qu'ils peuvent faire des inspections, des contrôles in situ. Ensuite, le troisième niveau, c'est le niveau technique. Et moi, je pense qu'on a besoin de compétences. Il faut qu'on se forme, qu'on forme des gens dans des secteurs bien pointus, dans des domaines bien pointus, capables de répondre en quelque sorte aux exigences du contrôle et du suivi des mines. Là, on peut dire que véritablement, il y a des insuffisances actuellement dans le dispositif au Burkina Faso. Moi, je pense qu'il y a des insuffisances et qu'on devrait, en tout cas, renforcer les capacités du BUNE dans tous les domaines. Okay. Et aussi motiver le personnel. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand vous demandez à un client, à un opérateur de vous prendre en charge pour le contrôler, je crois que c'est difficile d'être très objectif. D'être juge et parti. Juge et parti. Voilà. Alors, ce qu'on a remarqué également, par exemple, dans le document, c'est que donc, au niveau des résidus, il y a ce risque aussi lié au fait que des oiseaux puissent donc venir, en tout cas être contaminés donc, au niveau de ces sites-là. C'est ça. Ah, ça également, c'est un risque réel sur les mines. Oui, ça c'est un risque réel sur les mines, surtout dans les zones où la vie-faune est abondante. Et là, bon, les seules mesures qu'on a, c'est d'utiliser les effaroucheurs comme à Sémafo, donc pour chasser les oiseaux. Dans certains cas, on met des filets, mais vous voyez l'étendue des parcs à résidus, c'est pas très facile.
Alors, ce qu'on a remarqué également au Burkina, c'est que la plupart des mines sont à ciel ouvert, ce qui implique donc, et c'est très visible, une forte dégradation de l'environnement physique, des arbres détruits, des écosystèmes bouleversés. Alors, quel type d'actions, par exemple, sont prescrits pour atténuer les effets de cet état de fait-là? Bon, il y a toute une batterie de mesures en fonction des situations concrètes, en fonction de l'état initial. Donc, il y a des actions qui sont menées, notamment en ce qui concerne les carrières. Bon, on ne peut pas prendre de mesures avant la fin de l'exploitation de la carrière. On doit attendre la fin de l'exploitation de la carrière pour prendre des mesures d'aménagement de la carrière. Bon, pour les arbres, on conseille des reboisements de compensation. Et pour la gestion donc, des ressources en eau, là aussi, on conseille donc de réduire au maximum les risques de déversement accidentel, donc du cyanure ou des hydrocarbures ou les autres produits chimiques utilisés dans l'activité minière. Alors on sait que bien sûr beaucoup de mesures sont prévues, mais les accidents, un accident est vite arrivé. Oui, ça c'est vrai. Alors dans ces cas, bien, est-ce que c'est juste la mine qui s'occupe, ou bien s'il y a un accident qui affecte également que ce soit donc des ressources naturelles de la population, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Bon, en réalité, il faut dire que les mines doivent être prémunies à l'avance, parce que même les études d'impact font état des risques éventuels, aussi bien les risques sociologiques, les risques technologiques, etc. Donc, on prend par exemple le déversement accidentel d'hydrocarbures. La compagnie doit être dotée d'équipements pour dépolluer le plus rapidement possible le site qui a été pollué. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau des sites aussi où on déverse les résidus, il faut quand même des mesures. Parce qu'il y a la nappe phréatique également qui est menacée. Bon, là, il y a plusieurs possibilités, notamment en ce qui concerne les parcs à résidus. Il y a aujourd'hui même un débat là-dessus, parce qu'il y en a qui pensent qu'il faut forcément mettre la géomembrane, alors que beaucoup de mines pensent qu'en imperméabilisant le fond du parc à résidus avec de l'argile, bon, on peut, en quelque sorte, réduire la contamination des eaux souterraines. Il y a un débat là-dessus aujourd'hui. Bon, moi, je pense que le gros problème, toutes ces techniques ont leurs avantages et leurs insuffisances. Maintenant, au moment de la mise en œuvre, quel contrôle on peut faire pour s'assurer que les risques sont réduits? Et effectivement, c'est ça. Parce que pour le moment, ce qu'on remarque pour la plupart des mines, c'est qu'on opte pour la géomembrane. Il y a beaucoup. Bon, tout le monde ne met pas de la géomembrane. Il y en a qui en ont mis, d'autres n'en ont pas mis. Et elle justifie le fait que l'utilisation de l'argile ou d'autres matériaux donc, pour imperméabiliser le fond du parc à résidus suffit. Est-ce que vous voyez? Voilà. Bon. Parce que la géomembrane aussi, on peut l'utiliser, mais il y a des risques de fissures, même pendant la pause. Et avec le temps, ça peut aussi se dégrader. Et tout dépend de la qualité de la géomembrane. Est-ce que nous avons la capacité aujourd'hui de dire que telle géomembrane qui est utilisée là, c'est la meilleure qualité? Vous voyez? Ouais, ça veut dire qu'on a encore beaucoup de choses à faire pour être au diapason de notre boom minier. C'est ça. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est que le ministre l'a souligné dans le document, la réhabilitation, la plupart du temps, on parle d'après-mine. Ouais. Alors que le ministre l'a bien souligné, il serait peut-être beaucoup plus intéressant de faire cette réhabilitation de façon progressive pendant la durée de vie de la mine. C'est vrai. Bon, moi, je partage son point de vue, parce qu'aujourd'hui, ce que les textes disent, c'est quoi? C'est que la compagnie est tenue de constituer une provision pour la réhabilitation et la fermeture.
pour certaines mines, compagnies, ça les dédouane. Pourquoi? Parce qu'il suffit de mettre de l'argent, et puis bon, à la fin, mais il se peut que cet argent qu'on a mis, qu'on a provisionné, à la fin cette somme ne soit pas suffisante pour faire la réhabilitation. Ça, c'est d'un. De deux, le Burkina est un pays jeune. On n'a pas d'expérience en matière de fermeture et de réhabilitation et de fermeture. La réhabilitation progressive permet non seulement de valider les techniques utilisées, mais aussi de s'assurer que de mieux maîtriser les coûts de réhabilitation. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que les coûts peuvent varier entre le début et la fin. Et la fin, les coûts peuvent varier, de maîtriser les coûts, et aussi, ça peut être l'occasion pour nos instituts de recherche de trouver donc des techniques adaptées à notre contexte en ce qui concerne la réhabilitation des sites miniers. Voilà, il a évoqué également la question de la poussière, vous l'avez évoqué tantôt. Oui. On a l'impression qu'en la matière, il n'y a pas véritablement... Il n'y a pas grand-chose à faire. Il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de normes, il n'y a pas de, comment on appelle ça, de barème, ou en tout cas, il n'y a rien qui est prévu actuellement pour prémunir les populations. C'est l'impression qu'on a. Bon, en fait, il y a comment on appelle ça, il y a des normes. Et pendant l'étude d'impact, on est tenu de faire des mesures de la qualité de l'air, de mesurer les poussières, de mesurer la composition chimique et physique de l'air, etc. Maintenant, pendant la mise en œuvre du projet, pendant l'activité minière, tout ce qui produit de la poussière, c'est quoi? C'est la circulation des engins, c'est l'action du vent sur les haldes stériles, c'est aussi le concassage. Voilà. À certains niveaux, on peut trouver des mesures. Par exemple, la végétalisation précoce des haldes stériles permet de limiter la poussière. Mais on peut utiliser aussi des abats poussières au niveau de certaines unités. Maintenant, ce qu'on fait d'habitude, c'est d'éloigner quand même les populations des sites de production de poussière. Voilà. Et ce qu'on adopte généralement, lorsqu'on fait les mesures, on essaie de voir jusqu'où la poussière peut se propager et on réinstalle les populations au-delà de ces rayons. Okay. Voilà. Alors, M. Démé, il est beaucoup aussi question de l'après-mine, les trous béants pour cette activité minière à ciel ouvert. Oui. Alors, est-ce que qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce qu'on peut espérer, parce qu'en dit réhabilitation, l'impression qu'on a pour les profanes, c'est que on va les combler, et puis ça va redevenir une terre, une surface plane. Alors, est-ce que c'est cela, la réhabilitation? Bon, effectivement, beaucoup de gens pensent qu'il faut combler les carrières. Mais vous avez vu l'ampleur, la profondeur, les dimensions des carrières. S'il faut ramener la terre qu'on a entassée depuis des années, je pense que ça va gréver même le coût du potager. Ça veut dire que les compagnies vont hésiter à investir. Voilà. Maintenant, de manière générale, au plan international, ce qui est adopté, c'est de stabiliser les berges après l'exploitation, et de laisser la cavité comme ça, en espérant qu'elle se remplisse d'eau pour constituer un lac, et on procède donc à une protection des berges pour éviter la sécurité des hommes et des animaux ne soit en quelque sorte menacée. Par quoi? On clôture? On clôture, on fait des fossés et on plante des arbres d'une certaine largeur sur une zone, une zone tampon, pour éviter que les personnes on met des panneaux de signalisation danger,
voilà, sur la clôture pour éviter qu'elle soit dissuader les gens. Peut-être cette eau peut servir. Oui, ça peut servir. On peut à la longue, si c'est bien stabilisé, si c'est bien sécurisé, on peut les empoisonner. Ça peut devenir... voilà. Mais est-ce qu'il y a d'abord un effort de décontamination également? Oui, il y a un effort de décontamination avant, donc tout ça. Donc, et en général d'ailleurs, quand ça se remplit d'eau, ça élimine un certain nombre de polluants. Alors ça veut dire que peut-être au Burkina on s'oriente vers cela? Oui, en tout cas dans les plans de gestion environnementale et sociale de la plupart des mines, c'est cette option qui est envisagée. Alors le ministre l'a évoqué dans le document, on a encore un souvenir, donc en tout cas un mauvais souvenir, celui de Koura. C'est vrai. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a l'arsenal qu'il faut pour qu'il n'y ait plus un deuxième Koura au Burkina Faso? On a vu comment ça s'est terminé là-bas. C'est vrai. Bon, je pense que l'expérience de Koura ne peut plus se produire. D'abord parce qu'au moment où on construisait la mine de Koura, on ne faisait pas d'études d'impact. Et il n'y avait pas non plus l'obligation de faire des plans, d'élaborer des plans de réhabilitation et de fermeture. Aujourd'hui, vous prenez par exemple la mine de Perquois, il y a un plan de fermeture donc de la mine souterraine. Un plan de fermeture, de réhabilitation de la mine souterraine pour éviter que ce qui s'est passé à Koura ne se reproduise. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est que, bon, en ce qui concerne donc la réhabilitation des mines et des sites miniers, bon, nous n'avons pas encore de directive nationale donc, qui précise quels sont les objectifs de réhabilitation et de fermeture des différentes unités de la mine et qui précise quelles sont les grandes actions, les grandes options de réhabilitation et de fermeture de chaque unité, donc, de chaque composante de la mine. Alors, encore un déficit à combler. Voilà. Merci, M. Démé, pour toutes ces informations. À présent, mesdames et messieurs, nous allons ouvrir une nouvelle page dans cette émission Zoom In. Il s'agit de la page Actualité. Premier point de l'actualité dans votre émission Zoom In aujourd'hui, ProMine 2014, 800 investisseurs de la sous-région et d'autres pays du monde prendront part aux prochaines journées de promotion minière ProMine 2014 prévues se tenir du 4 au 6 décembre 2014. Le comité technique préparatoire était face à la presse le mercredi 30 juillet 2014 à la Direction générale des mines et de la géologie. Le thème retenu cette année est « Secteur minier, enjeux et perspectives pour un développement socio-économique durable ». 3 sessions thématiques meubleront cette édition de ProMine 2014 et la première d'ouverture sera consacrée à des échanges sur le Burkina Faso en tant que destination privilégiée pour un investissement rentable dans les secteurs des mines. Alors, M. Démé, Semika 2014 est passé, ProMine 2014 s'annonce. Oui. Alors, selon vous, quel est l'intérêt de ce type de rencontre-là sur les mines au Burkina Faso? Bon, moi, je pense que ça a un impact très important. D'abord, au plan interne. Ça permet aux différents opérateurs de se connaître, de voir aussi leurs expériences, d'échanger d'expériences. Voilà. Bon, au plan international, je pense que ça attire des investisseurs, d'autres investisseurs qui viennent se rendre compte de ce qui se passe au Burkina. Donc moi je pense que c'est très positif. Okay. Alors le thème de ProMine 2014, c'est donc secteur minier et développement durable. On peut dire que c'est un thème qui vous intéresse au plus haut point en tant qu'environnementaliste. Oui, voilà. C'est ça. Bon, moi je pense que c'est un thème qui est d'actualité. D'accord. Parce que d'abord, il faut dire que le secteur minier offre beaucoup d'opportunités en matière de développement économique et en matière de développement durable. À cela, il
pour cela, il est nécessaire que les différents intervenants, aussi bien donc, les consultants, les instituts de recherche, les ministères concernés, donc s'allient en quelque sorte pour proposer des techniques, des solutions de développement durable au niveau des mines. Pour une activité minière saine. Saine, voilà. Alors, Somita, qui fait don d'une ambulance à la commune de Bouroum, une ambulance d'une valeur de 25 millions de francs CFA, donc à cette commune de Bouroum, c'était le samedi 9 août 2014, un geste salué par les populations bénéficiaires et selon le directeur général de la société, Somita n'entend pas s'arrêter là, elle est prête à œuvrer pour l'intérêt général. Somita, bien sûr, c'est la société minière de Taparco. Alors, une ambulance pour une commune riveraine de la mine de Taparco, on peut dire que ce type de geste fait partie également des obligations des mines. Bon, obligation non, mais responsabilité sociétale oui. Quand même créer les conditions. Voilà, parce que vous savez, dans notre pays, dans nos pays, les besoins en milieu rural sont très nombreux. L'État seul ne peut pas les satisfaire. Et je pense que les compagnies minières, sans être des opérateurs de développement économique, peuvent appuyer le développement local. Et ces actions contribuent, en quelque sorte, participent à l'appui au développement local. Maintenant, la mine a des obligations environnementales et sociales. Aujourd'hui, beaucoup de compagnies s'orientent vers une politique de responsabilité sociétale. Ça veut dire atteindre des objectifs sociaux au-delà de ce qui leur est légalement imposé. Voilà. Et ça permet de créer certainement une bonne ambiance. Oui, ça permet donc une bonne entente entre la mine et puis voilà les populations riveraines. C'est ça. Okay. Alors, reboisement des agents du BUMIGEB et du ministère des Mines et de l'Énergie. Les agents du Bureau des Mines donc, et de la Géologie du Burkina et ceux du ministère des Mines et de l'Énergie ont mis en terre une centaine de plants dans le village de Koubri, à une trentaine de kilomètres de Ouagadougou. C'était le mercredi 13 août 2014 et par cet acte, les agents du BUMIGEB et du ministère des Mines répondent à l'appel fait du gouvernement, par le gouvernement donc, de voir les instituts et la population planter des arbres pour freiner l'avancée du désert. Selon le directeur général du BUMIGEB, l'objectif de ce reboisement, c'est de créer un second bosquet à l'image donc de Bangerwego, dans le village situé à quelques kilomètres de la capitale. Un objectif noble. À présent, le cours de l'or et du zinc. Pour le mois d'août, du 1er donc au 31 août, le cours moyen de l'once d'or est estimé à 1233 $ US. Le 13 août 2014, l'or atteignait son cours le plus élevé qui était de 1312 $ US. Pour son cours le plus bas enregistré le 25 août, il se fixait à 1276,1 $ US. À présent, le cours donc, du zinc au cours du mois d'août 2014, la moyenne du cours du zinc était de 2330 $ la tonne de zinc métal pour un achat au comptant. Ce numéro de votre émission Zoom Mine s'achève. N'oubliez pas, si vous avez d'autres questions, une adresse zoommine@chambredesmines.bf et vous aurez vos réponses. Nous allons dire merci à notre invité, M. Adama Démé, qui, je le rappelle, est économiste environnementaliste. Mesdames et messieurs, à bientôt pour un autre numéro.